Bonjour. Je remercie les organisateurs de ce congrès d'avoir sélectionné cette communication qui s'intitule « Performance de l'élastométrie splénique pour estimer le risque de varices œsophagiennes nécessitant un traitement chez les patients atteints de maladies vasculaires portosinusoïdales ». Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc pendant plusieurs années, différentes entités cliniques et histologiques ont coexisté. On parlait d'hypertension portale idiopathique, d'hypertension portale intrahépatique non cirrhotique, et puis sur le plan histologique de vénopathie portale oblitérante, d'hyperplasie nodulaire régénérative ou encore de cirrhose septale incomplète, jusqu'à ce qu'en 2017, VALDIG, le réseau européen des maladies vasculaires du foie, propose de les regrouper sous la dénomination commune de maladies vasculaires portosinusoïdales, puisqu'elles partageaient un certain nombre de caractéristiques histologiques et cliniques communes et que la prise en charge des patients était globalement la même. Alors, pour évaluer l'hypertension portale chez les patients qui ont une cirrhose, eh bien, on a déjà énormément de données concernant l'élasticité hépatique, et la conférence de consensus de Baveno-7 a établi que, à partir de 25 kPa ou entre 15 et 25 avec une thrombopénie, eh bien, on peut affirmer la présence d'une hypertension portale cliniquement significative et donc prescrire des bêta-bloquants non sélectifs, le carvedilol préférentiellement, en prévention primaire de la décompensation de cirrhose, et ce, même sans endoscopie de dépistage. Plusieurs études ont également montré une corrélation entre l'élasticité splénique et l'hypertension portale chez les patients atteints de cirrhose, et notamment qu'en dessous du seuil de 40 kPa, eh bien, il n'y a jamais d'hypertension portale cliniquement significative, et que ce seuil permet d'identifier des patients supplémentaires chez qui on peut se passer de l'endoscopie de dépistage. Concernant les patients atteints de maladies vasculaires portosinusoïdales, l'élasticité hépatique est très modérément augmentée, et c'est ce joli travail de Laurel Krief qui a montré que, eh bien, chez les patients qui ont des signes d'hypertension portale et une élasticité hépatique inférieure à 10 kPa, il faut fortement évoquer la maladie vasculaire portosinusoïdale. Pour ce qui est de l'élasticité splénique, eh bien, nous n'avions jusqu'à présent pas de données chez les patients atteints de maladies vasculaires portosinusoïdales. L'objectif de ce travail était donc d'évaluer la performance de l'élastométrie splénique mesurée par FibroScan pour estimer le risque de varices œsophagiennes nécessitant un traitement chez des patients atteints de maladies vasculaires portosinusoïdales avec hypertension portale. Il s'agissait d'une étude monocentrique rétrospective dans laquelle nous avons inclus des patients avec une maladie vasculaire portosinusoïdale et au moins un signe d'hypertension portale, qui ont eu une élasticité splénique mesurée par une élastométrie impulsionnelle dans les 2 ans avant ou après une endoscopie digestive haute, et cette élastométrie était considérée comme fiable si elle respectait les critères de qualité établis pour l'élastométrie hépatique. Nous avons exclu les patients avec un antécédent de TIPS ou de dérivation porto-cave chirurgicale. Le critère de jugement principal était la présence de varices œsophagiennes nécessitant un traitement, c'est-à-dire des varices de grande taille ou des varices de petite taille avec signe rouge. Le taux de varices nécessitant un traitement manqué était considéré comme acceptable en dessous du seuil de 5% qui est utilisé habituellement dans ces études. Nous avons effectué une analyse par régression linéaire simple puis multiple et des analyses de sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives pour un certain nombre de paramètres. 277 patients atteints de maladies vasculaires portosinusoïdales ont été évalués, 157 patients ont été exclus, 143 parce qu'ils n'avaient pas eu d'élastométrie splénique, 6 parce qu'ils n'avaient plus de rate, 5 en raison d'un antécédent de TIPS ou de dérivation chirurgicale et 3 en raison d'une acide abondante. Les données de 120 patients ont donc été analysées. Il s'agissait d'hommes pour 57% d'entre eux avec un âge médian de 53 ans. 53% des patients n'avaient pas de varices ou des varices œsophagiennes de petite taille, 30% avaient des varices œsophagiennes de grande taille ou avaient eu une ligature en prévention primaire, 17% des patients avaient déjà présenté une rupture de varices œsophagiennes et 47% de la cohorte avaient des varices nécessitant un traitement. 40% des patients étaient traités par bêta-bloquants non sélectifs. La rate était en médiane à 15 cm, 2 tiers des patients avaient des voies de dérivation portosystémique et 9% une thrombose porte partielle.
L'élasticité hépatique médiane était de 8 kPa et l'élasticité splénique médiane de 47 kPa. En analyse par régression linéaire simple, le taux de plaquettes, l'ETP et l'albuminémie étaient significativement plus bas chez les patients avec varices nécessitant un traitement. La bilirubinémie était plus élevée, tout comme la taille de la rate. Les patients avaient plus fréquemment des voies de dérivation portosystémiques ainsi qu'une thrombose porte partielle. L'élasticité hépatique médiane ne différait pas entre les deux groupes de patients. En revanche, l'élasticité splénique était plus élevée chez les patients avec varices nécessitant un traitement. En analyse par régression linéaire multiple, 3 paramètres restaient significativement associés à la présence de varices nécessitant un traitement. Il s'agissait de la bilirubine, de l'albumine et de l'élasticité splénique. Nous nous sommes tout d'abord intéressés à cette dernière, qui était la plus significativement associée à la présence de varices nécessitant un traitement. Elle était en médiane à 31 kPa chez les patients sans varices nécessitant un traitement et à 68 kPa chez les patients avec varices nécessitant un traitement. Et en prenant le seuil de 40 kPa établi chez les patients atteints de cirrhose, eh bien, seuls 5 patients avec varices nécessitant un traitement étaient en dessous de ce seuil. Si on s'intéresse donc aux performances de ce seuil, eh bien, il permettait d'écarter la présence de varices nécessitant un traitement avec une sensibilité de 91%, une valeur prédictive négative de 91%. Il permettait ainsi d'éviter presque la moitié des endoscopies de dépistage, mais avec un taux de varices nécessitant un traitement manqué de 9%, donc trop élevé. Nous nous sommes donc intéressés secondairement au deuxième paramètre qui était le plus significativement associé à la présence de varices nécessitant un traitement, la bilirubinémie, qui était en médiane à 13 micromol par litre chez les patients sans varices nécessitant un traitement, contre 19 micromol par litre chez les patients avec varices nécessitant un traitement. En prenant une élasticité splénique mesurée par fibroscan inférieure ou égale à 40 kPa et une bilirubine inférieure à 17 micromol par litre, on pouvait écarter la présence de varices nécessitant un traitement au sein de notre cohorte avec une sensibilité de 96%, une valeur prédictive négative de 96%, 39% des endoscopies de dépistage pouvaient ainsi être évitées, avec seuls 4% de varices nécessitant un traitement manqué. En conclusion, chez les patients atteints de maladies vasculaires portosinusoïdales, lorsque la bilirubine est inférieure à 17 micromol par litre et l'élasticité splénique mesurée par fibroscan inférieure ou égale à 40 kPa, on peut éliminer la présence de varices nécessitant un traitement avec une excellente valeur prédictive négative et on pourrait donc se passer de l'endoscopie de dépistage chez ces patients. A l'inverse, si la bilirubine est supérieure ou égale à 17 micromol par litre ou l'élasticité splénique supérieure à 40 kPa, l'endoscopie de dépistage est toujours nécessaire. Je tiens à remercier Pierre-Emmanuel Rotoux ainsi que tous les médecins qui participent au PHRC APIS et les médecins du réseau Valdig avec qui nous sommes en train de constituer une cohorte de validation. Merci pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais commencer par une. Est-ce que l'étiologie a un intérêt, c'est-à-dire les maladies sous-jacentes associées, ça a un intérêt dans ce travail? Et deuxièmement, on voit qu'il y a un ménage à deux. Il y a la biologie et l'élasticité splénique. Dans la cirrhose B, il y a un ménage à trois. Il associe l'élasticité hépatique. Ici, elle n'a pas de valeur, sauf si l'élasticité entre 10 et 15. Est-ce que vous avez cherché dans l'élasticité entre 10 et 15? Alors, pour votre première question, concernant les états associés à la maladie vasculaire portosinusoïdale, donc ça concernait 80% des patients de notre cohorte qui avaient au moins un état identifié comme associé à la maladie vasculaire portosinusoïdale. Il n'y avait pas d'influence sur l'élasticité splénique. Et concernant votre deuxième question, pour ce qui est de l'élasticité hépatique, donc elle n'était vraiment pas significativement associée à la présence de varices nécessitant un traitement. Très bien. Monsieur Calès.
Bon, bravo. Je voudrais que vous puissiez clarifier quelque chose qui était variable dans votre présentation. Le critère de jugement principal, c'est le taux de varice manqué. Donc vous reprenez le taux défini par Baveno 5, qui est de 5%. Mais comme vous le savez, Baveno 5 n'a jamais précisé la définition. Vous citez Albrades, qui met au dénominateur le taux d'endoscopie. Donc c'est une valeur prédictive, négative. Dans vos diapositives intermédiaires, vous donnez votre taux de manqué comme l'inverse de la sensibilité, donc c'est la définition, vous mettez au dénominateur les varices. Et dans votre conclusion, vous reparlez d'un taux de varice manqué avec une VPN à 96%. Alors, donc il y a une petite ambiguïté. Quelle est la définition que vous avez prise? La définition de, pardon? Des varices manquées, le fameux 5%. Il y a deux façons de calculer. Soit c'est une sensibilité, soit c'est une valeur prédictive négative. Et ça change tout dans les chiffres après. D'accord. C'est fondamental. On a publié un article sur cette définition. Vous pouvez vous y référencer. Il y a 3 définitions. Il y en a 2 qui sont acceptables et une seule qui est bonne en santé publique, c'est de mettre au dénominateur c'est-à-dire le taux de varices manquées parmi les varices manquées et pas parmi les endoscopies. On a regardé le rapport entre les varices nécessitant un traitement qui serait manqué donc, chez les patients chez qui on ne ferait pas d'endoscopie de dépistage d'après ces critères sur l'ensemble des varices nécessitant un traitement. Votre diapo donne la solution. Là, vous prenez la sensibilité. Mais à la fin, vous concluez sur la valeur prédictive négative, ce qui ne correspond pas à vos définitions. Voilà, vous continuerez peut-être la discussion. Quelqu'un peut intervenir. Voilà, Vincent. Merci. Ma question va être moins méthodologique. Bravo pour ce travail. C'est très louable de vouloir réduire le nombre d'endoscopies. Maintenant, sur une maladie rare, ça ne fera pas beaucoup d'endoscopies globalement évitées. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est la corrélation entre cette élasticité splénique et la présence de varices de grande taille, finalement, comme dans la cirrhose. Ma question subsidiaire, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer en faire un élément diagnostique de la MVPS? Parce que lorsque la biopsie ne montre pas de lésion spécifique, il nous faut des signes d'hypertension portale, donc majeure ou mineure, et parfois, ce n'est pas si facile. Là, vous avez une cohorte très bien caractérisée. Donc, est-ce qu'on pourrait mettre dans l'élasticité splénique comme critère majeur d'hypertension portale? Enfin, c'est un travail qui n'est pas le même objectif, mais est-ce qu'on pourrait profiter de ces résultats pour imaginer ça? Oui, je pense effectivement qu'on pourrait ajouter l'élasticité splénique aux critères diagnostic, évidemment à condition d'avoir une biopsie qui élimine une cirrhose chez les patients qui ont par ailleurs des signes d'hypertension portale, d'autres signes d'hypertension portale. Bon, merci beaucoup et bravo encore pour cette communication.